Dans le bruissement feutré de la Bibliothèque nationale de France, Sophie Leblanc, une historienne de 28 ans spécialisée dans l'histoire souterraine de Paris, rangeait ses dernières notes. L'odeur des vieux livres et le silence presque religieux qui régnait dans la salle de lecture créaient une atmosphère propice à la concentration. Soudain, une ombre furtive attira son attention. Un homme, vêtu d'un long manteau sombre qui semblait absorber la lumière tamisée de la bibliothèque, s'approcha de son bureau. « Mademoiselle Leblanc, murmura-t-il d'une voix à peine audible, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Ses yeux, d'un gris acier, brillaient d'une lueur énigmatique. Sans attendre de réponse, il déposa une enveloppe sur la table et disparut aussi rapidement qu'il était apparu, laissant derrière lui un léger parfum de vieux cuir et d'encre. Intriguée, Sophie saisit l'enveloppe. Le papier, épais et texturé, semblait ancien. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, elle découvrit une vieille clé en laiton, patinée par le temps, et une note rédigée d'une écriture élégante. Les secrets des catacombes vous attendent. Minuit. Entrée d'enfer Rochereau. Le cœur de Sophie s'emballa. Les catacombes avaient toujours été sa passion, le sujet de ses recherches les plus poussées. Mais cette invitation mystérieuse promettait bien plus que de simples découvertes académiques. Elle hésita, pesant le pour et le contre. Son instinct d'historienne lui criait que c'était l'occasion d'une vie, mais sa raison la mettait en garde contre les dangers potentiels. Finalement, la curiosité l'emporta. À 23h45, Sophie se tenait devant l'entrée officielle des catacombes, scrutant l'obscurité. La nuit parisienne était fraîche, et un léger brouillard s'élevait du sol, donnant à la scène une atmosphère presque surnaturelle. Les bruits de la ville semblaient étouffés, comme si le monde retenait son souffle. Soudain, une silhouette émergea des ombres. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, les cheveux grisonnants et le visage marqué par le temps et l'expérience. Il s'approcha de Sophie, ses pas résonnant doucement sur les pavés humides. « Je suis Jacques Moreau, dit-il d'une voix rauque, comme si elle n'avait pas servi depuis longtemps. Je suis cataphile depuis 40 ans, et j'ai découvert quelque chose qui pourrait changer l'histoire de Paris. » Sophie le regarda, méfiante mais fascinée. La lueur dans les yeux de Jacques trahissait une excitation qu'elle ne pouvait ignorer. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle, sa voix trahissant un mélange de curiosité et d'appréhension. Jacques sourit mystérieusement, les rides au coin de ses yeux se creusant davantage. « Suivez-moi, et je vous montrerai les secrets que les catacombes gardent depuis des siècles. » Il sortit une vieille lanterne de son sac, l'alluma, et se dirigea vers une entrée dissimulée que Sophie n'avait jamais remarquée auparavant. L'ouverture, à peine visible dans la pénombre, semblait les inviter à plonger dans les entrailles de Paris. Alors que Sophie s'apprêtait à suivre Jacques dans les profondeurs, elle ne se doutait pas que cette décision allait la plonger dans une aventure au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Les catacombes, qu'elle croyait connaître si bien, allaient lui révéler des secrets qui défieraient sa compréhension du monde et de l'histoire. Le tunnel dans lequel ils s'engagèrent était étroit et humide. Les murs suintaient d'une eau ancienne, et l'air était chargé d'une odeur de terre et de temps. Leurs pas résonnaient dans le silence, créant un rythme hypnotique qui semblait les entraîner toujours plus profondément dans les entrailles de la ville. Ces passages, expliqua Jacques alors qu'ils avançaient, sont bien plus anciens que ce que la plupart des gens pensent. Ils ont été témoins de l'histoire de Paris depuis ses origines. Sophie écoutait attentivement, son esprit d'historienne en éveil. Elle notait mentalement chaque détail, chaque tournant, construisant une carte mentale de leur trajet. Soudain, elle remarqua quelque chose d'étrange. Ces marques sur les murs, dit-elle en pointant des symboles à peine visibles dans la lumière vacillante de la lanterne, je ne les ai jamais vus dans mes recherches. Jacques s'arrêta, dirigeant la lumière vers les inscriptions. Un sourire énigmatique se dessina sur son visage. C'est parce qu'elles n'apparaissent dans aucun document officiel. Ces symboles sont la clé de ce que je veux vous montrer. Ils continuèrent leur progression, le tunnel s'élargissant progressivement. L'air devint plus frais, et Sophie pouvait entendre au loin le murmure d'un cours d'eau souterrain. L'atmosphère changeait subtilement, comme s'il franchissait une frontière invisible entre le monde connu et un royaume oublié. Finalement, ils débouchèrent dans une vaste caverne. Sophie resta bouche bée devant le spectacle qui s'offrait à elle. Des cristaux incrustés dans les parois émettaient une douce lueur bleutée, illuminant un espace qui semblait défier les lois de la physique. « Bienvenue » annonça Jacques d'une voix solennelle, dans le cœur caché des catacombes de Paris. Au centre de la caverne se dressait une structure ancienne, un mélange de pierre et de métal qui semblait pulser d'une énergie propre. Des symboles complexes, similaires à ceux qu'ils avaient vus dans le tunnel, couvraient sa surface.
Qu'est-ce que c'est? Demanda Sophie, sa voix à peine plus qu'un murmure. Jacques s'approcha de la structure, caressant doucement sa surface. C'est la raison pour laquelle je vous ai amené ici. Cette structure est la clé pour comprendre les véritables secrets de Paris. Elle contient des connaissances qui pourraient révolutionner notre compréhension de l'histoire, de la science, et peut-être même du temps lui-même. Sophie s'avança, fascinée. Alors qu'elle tendait la main pour toucher la structure, un frisson parcourut son corps. Elle pouvait presque sentir le poids des siècles, les échos d'un passé lointain et les murmures d'un futur incertain. « Mais pourquoi moi ?» demanda-t-elle, se tournant vers Jacques. « Pourquoi m'avoir choisi pour partager ce secret ?» Le visage de Jacques s'assombrit légèrement. « Parce que vous êtes la seule en qui je puisse avoir confiance pour comprendre l'importance de cette découverte. Et parce que nous aurons besoin de vos connaissances pour déchiffrer les secrets que cette structure renferme. » Soudain, un bruit distant attira leur attention. Des voix et des pas semblaient se rapprocher. « Nous ne sommes pas seuls, » murmura Jacques, une note d'urgence dans sa voix. « Il y a d'autres personnes qui cherchent ces secrets, des gens qui ne reculeront devant rien pour les obtenir. » Sophie sentit l'adrénaline monter en elle. Elle réalisait maintenant qu'elle venait de s'engager dans quelque chose de bien plus grand et plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Mais au lieu de la terrifier, cette perspective l'excitait. Elle était sur le point de plonger dans une aventure qui allait bien au-delà de ses recherches académiques, une quête qui pourrait changer sa vie et peut-être même le cours de l'histoire. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte de détermination. Jacques la regarda, un mélange de fierté et d'inquiétude dans les yeux. « Nous devons protéger ce secret, Sophie. Et pour cela, nous allons avoir besoin de toutes vos connaissances et de tout votre courage. » Alors que les voix se rapprochaient, Sophie et Jacques échangèrent un regard lourd de sens. Leur aventure ne faisait que commencer, et les secrets des catacombes de Paris étaient sur le point de se dévoiler d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. L'air humide et lourd enveloppait Sophie alors qu'elle suivait Jacques dans les tunnels sinueux des catacombes. Le bruit de leurs pas résonnait doucement contre les parois, créant une étrange mélodie qui semblait venir des profondeurs du temps. Les murs, tapissés d'ossements soigneusement arrangés, racontaient silencieusement l'histoire de millions de Parisiens disparus. Ces tunnels, expliqua Jacques, sa voix à peine plus forte qu'un murmure, ont été témoins de l'histoire de Paris pendant des siècles. Mais il y a des passages que même les cataphiles les plus expérimentés ignorent. Sophie écoutait attentivement, son esprit d'historienne en éveil. Elle observait chaque détail, chaque nuance dans la disposition des os et des pierres. Soudain, quelque chose attira son attention. Des symboles, à peine visibles dans la faible lumière de leurs lampes, étaient gravés à intervalles réguliers sur les parois. « Jacques, dit-elle en s'arrêtant, avez-vous déjà remarqué ces marques ?» Le vieil homme s'approcha, examinant attentivement les symboles. Son visage s'illumina d'un mélange de surprise et d'excitation. « Incroyable, murmura-t-il. J'ai parcouru ces tunnels pendant des décennies, et je ne les avais jamais vus. C'est comme s'ils venaient d'apparaître. » Alors qu'ils contemplaient cette découverte, un bruit de pas résonna derrière eux. Sophie se retourna brusquement, le cœur battant. L'obscurité semblait s'épaissir, cachant la source du son. « Ne vous inquiétez pas, dit Jacques en souriant. C'est probablement Léa, ma petite fille. Elle nous rejoint souvent ici. » Comme pour confirmer ses paroles, une jeune femme aux cheveux rouges flamboyants apparut, un sac à dos sur l'épaule. Son visage, éclairé par la lumière de sa lampe frontale, affichait un mélange de curiosité et d'excitation. « Salut grand-père » lança-t-elle joyeusement. Puis, se tournant vers Sophie, « Et vous devez être Sophie. J'ai tellement entendu parler de vous. J'ai hâte de voir votre réaction face à ce que nous avons découvert. » Sophie serra la main de Léa, intriguée par l'enthousiasme de la jeune femme. « Enchantée, Léa. Qu'avez-vous découvert exactement ?» Jacques intervint, « Patience, Sophie. Nous y arrivons. Mais d'abord, j'aimerais que vous examiniez ces symboles que nous venons de trouver. » Alors qu'ils progressaient plus profondément dans les tunnels, Sophie remarqua que les symboles devenaient de plus en plus fréquents et complexes. Certains lui rappelaient des hiéroglyphes égyptiens, d'autres des runes nordiques, mais la plupart lui étaient totalement inconnus. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» demanda-t-elle, fascinée. Jacques s'arrêta, son visage s'assombrissant légèrement. « C'est là que les choses deviennent intéressantes. Ces symboles datent de la Révolution française, mais leur signification reste un mystère. » Léa sortit une lampe UV de son sac. « Regardez ça, dit-elle en allumant la lampe. Sous la lumière ultraviolette,
des inscriptions invisibles à l'œil nu apparurent sur les murs, brillant d'une lueur fantomatique. « Mon Dieu » murmura Sophie, stupéfaite. « C'est de l'ancien français, et du latin. » Jacques hocha la tête gravement. Ces inscriptions parlent d'un trésor caché, et d'un danger mortel pour ceux qui le recherchent. Sophie sentit un frisson parcourir son échine. L'atmosphère des tunnels semblait soudain plus lourde, chargée de secrets et de menaces invisibles. Elle se tourna vers Jacques, une question brûlant ses lèvres. « Pourquoi m'avoir amené ici? Quel est le lien avec la structure que vous m'avez montrée ?» Le vieil homme échangea un regard avec sa petite fille avant de répondre. « Sophie, ce que nous avons découvert va bien au-delà de simples artefacts historiques. Ces tunnels, ces symboles, la structure que vous avez vue. Tout cela fait partie d'un mystère plus vaste, un secret qui pourrait changer notre compréhension de l'histoire de Paris, voire de l'humanité elle-même. » Léa intervint, son visage sérieux contrastant avec son apparence juvénile. « Nous pensons que ces catacombes cachent une sorte de « nexus temporel ». Un endroit où le passé, le présent et peut-être même le futur se rencontrent. Sophie les regarda tour à tour, cherchant dans leurs yeux un signe qu'ils plaisantaient. Mais leurs expressions étaient on ne peut plus sérieuses. Un nexus temporel ? Mais c'est impossible. Ça défie toutes les lois de la physique. Jacques posa une main rassurante sur son épaule. Je sais que c'est difficile à croire, Sophie. Mais nous avons des preuves. Des choses que nous avons vues, entendues. Des phénomènes qui ne peuvent s'expliquer autrement. Soudain, un grondement sourd fit trembler les murs. Des morceaux de pierre commencèrent à tomber du plafond, créant un nuage de poussière. Vite, cria Jacques. Par ici. Ils se précipitèrent dans un tunnel adjacent, le cœur battant. Le bruit de l'effondrement résonnait derrière eux, se mêlant à un autre son, plus étrange encore. Des voix, à peine audibles, semblaient murmurer dans les murs eux-mêmes. Sophie, haletante, tendit l'oreille. Elle pouvait presque distinguer des mots, des bribes de conversation en français ancien, en latin, et même dans des langues qu'elle ne reconnaissait pas. « Vous entendez » demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Léa hocha la tête, son visage pâle dans la lumière vacillante de leur lampe. « C'est ce dont nous vous parlions. Ces tunnels, ils sont vivants d'une certaine façon. Ils contiennent des échos du passé, et parfois même des murmures du futur. » Jacques les pressa d'avancer. « Nous ne sommes pas en sécurité ici. Nous devons atteindre la chambre des échos. » La chambre des échos, répéta Sophie, suivant le duo à travers le dédale de tunnels. C'est le cœur du Nexus, expliqua Léa. L'endroit où tous les fils du temps semblent converger. Alors qu'ils progressaient, Sophie ne pouvait s'empêcher de remarquer que l'atmosphère des tunnels changeait subtilement. L'air devenait plus frais, chargé d'une énergie presque palpable. Les symboles sur les murs semblaient bouger du coin de l'œil, comme animés d'une vie propre. Finalement, ils émergèrent dans une vaste salle circulaire. Sophie resta bouche bée devant le spectacle qui s'offrait à elle. Les murs étaient couverts de symboles complexes et de fresques anciennes, représentant des scènes de l'histoire de Paris mêlées à des images surréalistes qu'elle ne pouvait interpréter. Au centre de la pièce se dressait une structure métallique étrange, semblable à celle qu'elle avait vue plus tôt, mais plus grande et plus complexe. Elle émettait une faible lueur bleutée, pulsant doucement comme un cœur géant. « Bienvenue dans la chambre des échos » annonça Jacques, sa voix empreinte de révérence. Sophie s'avança, fascinée par les fresques. « C'est incroyable. Ces peintures, elles semblent raconter une histoire, mais je n'arrive pas à la déchiffrer. » Léa s'approcha d'elle. « C'est parce que ce n'est pas une histoire linéaire. Ces fresques représentent le passé, le présent et le futur de Paris, tous entremêlés. » Jacques examinait les symboles sur les murs. « Je n'ai jamais rien vu de tel. Certains ressemblent à de l'alchimie, d'autres à des mathématiques anciennes. » Sophie, quant à elle, était attirée vers le centre de la pièce, hypnotisée par la structure métallique. « Qu'est-ce que c'est exactement » demanda-t-elle, tendant la main vers la surface brillante. Le gardien s'approcha rapidement. « Attention. Un contact direct peut avoir des conséquences imprévisibles. » Mais il était trop tard. Le bout des doigts de Sophie effleura le métal froid. Instantanément, la salle fut envahie par un tourbillon de voix et d'images. Des scènes du passé de Paris se mêlaient à des visions d'un futur incertain. Sophie vit la construction de Notre-Dame, la Révolution française, mais aussi des événements qu'elle ne pouvait comprendre, des bâtiments futuristes, des catastrophes inimaginables.
Aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'arrêta. Sophie chancela, étourdie par l'expérience. Jacques la soutint, l'aidant à s'asseoir. « Qu'avez-vous vu » demanda Léa, les yeux écarquillés. Sophie, encore sous le choc, murmura « Je ne suis pas sûre. » C'était comme si toute l'histoire de Paris défilait devant mes yeux. Passé, présent, futur, tout était mélangé. Jacques échangea un regard inquiet avec Léa. « C'est ce que nous craignons. Le Nexus devient instable. Les lignes temporelles commencent à se brouiller. » Sophie les regarda, cherchant à comprendre. « Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que tout cela signifie ?» Léa s'agenouilla à côté d'elle. « Sophie, nous pensons que quelque chose, ou quelqu'un, interfère avec le flux du temps. Les visions que vous avez eues, ce ne sont pas seulement des échos du passé ou des possibilités futures. Ce sont des avertissements. » Jacques hocha gravement la tête. « Si nous ne faisons rien, l'histoire de Paris, peut-être même du monde entier, pourrait être irrémédiablement altérée. » Sophie se releva lentement, son esprit tournant à plein régime pour assimiler toutes ces informations. « Mais que pouvons-nous faire? Comment peut-on empêcher quelque chose qui n'est pas encore arrivé ?» Avant que quiconque ne puisse répondre, un bruit sourd résonna au loin. Le sol trembla légèrement sous leurs pieds. « Ils arrivent, » dit Jacques, une note d'urgence dans la voix. « Nous devons partir, maintenant. »« Qui arrive ?» demanda Sophie, alarmée. Léa commença à rassembler rapidement leurs affaires. « Ceux qui cherchent à contrôler le Nexus. Ils ne reculeront devant rien pour obtenir son pouvoir. » Jacques prit Sophie par le bras. « Nous n'avons pas le temps d'expliquer maintenant. Nous devons sortir d'ici et trouver un endroit sûr. » Alors qu'ils se précipitaient vers la sortie de la chambre des échos, Sophie jeta un dernier regard à la structure métallique. Elle brillait plus intensément maintenant, comme si elle réagissait à une menace invisible. Le groupe s'enfonça dans les tunnels, guidé par Jacques qui semblait connaître chaque recoin des catacombes. Les bruits de poursuite se rapprochaient, mêlés à des voix autoritaires qui résonnaient dans les passages. Sophie réalisa que sa vie venait de basculer. En l'espace de quelques heures, elle était passée d'une simple historienne à une gardienne de secrets qui défiait l'imagination. Alors qu'il courait dans l'obscurité, elle se promit de découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. L'aventure ne faisait que commencer, et les secrets des catacombes de Paris étaient sur le point de changer le cours de l'histoire. Le tunnel dans lequel Sophie, Jacques et Léa s'étaient engouffrés semblait plus ancien que tous ceux qu'ils avaient traversés jusqu'à présent. Les murs, dépourvus d'ossements, étaient couverts de gravures énigmatiques qui semblaient luire faiblement dans l'obscurité. L'air était lourd, chargé d'une odeur de terre humide et d'un parfum plus subtil, presque métallique, que Sophie n'arrivait pas à identifier. Haletant, ils s'arrêtèrent un instant pour reprendre leur souffle. Le cœur de Sophie battait la chamade, autant à cause de leur fuite précipitée que de l'adrénaline provoquée par les révélations des dernières heures. « C'était quoi, ça ?» demanda-t-elle, encore secouée par les événements dans la chambre des échos. Jacques secoua la tête, son visage marqué par l'inquiétude. « Je n'en suis pas sûr. Ces tunnels sont instables, mais je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme si le Nexus lui-même réagissait à une menace. » Léa, qui examinait les gravures sur les murs à la lueur de sa lampe frontale, s'exclama soudain, « Grand-père, regarde. Ces symboles, ils sont différents de ceux qu'on a vus avant. » Sophie et Jacques s'approchèrent pour mieux voir. Les gravures étaient en effet uniques, mélangeant des éléments qu'elle reconnaissait vaguement, des hiéroglyphes égyptiens, des runes nordiques, des caractères chinois anciens, avec des symboles totalement inconnus qui semblaient défier toute logique. Alors qu'ils étaient absorbés par leur examen, une voix grave résonna derrière eux, les faisant sursauter. « Vous ne devriez pas être ici. » Ils se retournèrent brusquement pour faire face à un homme âgé, vêtu d'une robe de bure rapiécée qui semblait appartenir à une autre époque. Son visage était en grande partie caché dans l'ombre d'une capuche, mais ses yeux brillaient d'une lueur étrange dans l'obscurité, mêlant sagesse ancestrale et une pointe de menace. « Qui êtes-vous » demanda Jacques, se plaçant instinctivement devant Sophie et Léa. L'homme fit un pas en avant, révélant un visage marqué par le temps et parsemé de cicatrices qui racontaient silencieusement une vie de danger et de secret. « Je suis le gardien. Et vous, vous êtes des intrus. » Sophie, surmontant sa peur initiale, s'avança. La curiosité de l'historienne en elle prenait le dessus. « Nous sommes des chercheurs. Nous essayons de comprendre les secrets de ces tunnels, le nexus temporel. » Le gardien la fixa intensément, ses yeux semblant sonder son âme. « Les secrets.
Vous ne savez pas ce que vous réveillez. Le trésor que vous cherchez n'est pas ce que vous croyez. Léa, intriguée malgré la tension palpable, demanda, « Quel trésor? Que savez-vous » Le vieil homme soupira profondément, un son qui semblait porter le poids des siècles. Il y a des siècles, une société secrète a caché ici quelque chose de puissant, et de dangereux. Quelque chose qui ne doit jamais être trouvé. Jacques fronça les sourcils. Une société secrète? Vous parlez des gardiens de l'équilibre? Le visage du vieux gardien s'assombrit. Vous en savez déjà trop. Comment avez-vous appris leur existence? Avant que Jacques ne puisse répondre, des bruits de pas et des voix lointaines résonnèrent dans le tunnel. Le gardien se raidit, son attitude passant de la méfiance à l'urgence. Ils arrivent. Vous devez partir, maintenant. Qui arrive? Demanda Sophie, alarmée par le changement soudain dans l'atmosphère. Ceux qui cherchent le pouvoir à tout prix, répondit le gardien, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Ils traquent le secret du Nexus depuis des générations. S'ils le trouvent, l'équilibre du temps lui-même pourrait être rompu. Jacques échangea un regard rapide avec Léa et Sophie. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Mais nous ne savons même pas par où commencer. Le gardien hésita un instant, semblant peser le pour et le contre d'une décision cruciale. Finalement, il hocha la tête, comme s'il venait de prendre une résolution. Suivez-moi, vite. Je connais un passage secret qui nous mènera en sécurité. Là, je pourrais vous en dire plus. Alors qu'il s'apprêtait à suivre le mystérieux gardien, Sophie hésita. Pouvait-il vraiment lui faire confiance? Cet homme surgit de nulle part, gardien autoproclamé de secrets millénaires, pourrait tout aussi bien les conduire dans un piège. Mais avec les voix qui se rapprochaient, résonnant de manière menaçante dans les tunnels anciens, il n'avait pas vraiment le choix. L'instinct de Sophie lui disait que cet étrange personnage était peut-être leur meilleure chance de comprendre ce qui se passait réellement dans les profondeurs de Paris. Le groupe s'enfonça dans un passage étroit que le gardien avait révélé en actionnant un mécanisme caché dans les gravures murales. L'air devint plus frais, presque électrique, chargé d'une énergie que Sophie pouvait presque goûter sur sa langue. Alors qu'il progressait dans l'obscurité, guidé uniquement par la faible lueur émanant du bâton du gardien, Sophie ne put s'empêcher de réfléchir à la tournure extraordinaire qu'avait prise sa vie en l'espace de quelques heures. D'une simple historienne passionnée par les mystères des catacombes, elle était devenue une participante active dans une quête qui semblait défier les lois mêmes de la réalité. Le passage déboucha finalement sur une petite chambre circulaire, éclairée par une lumière douce qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Au centre se trouvait une table de pierre couverte de parchemins anciens et d'artefacts étranges. Le gardien se tourna vers eux, son visage plus visible dans cette lumière mystérieuse. Ses yeux, d'un bleu profond, brillaient d'une sagesse ancienne et d'une détermination farouche. « Bienvenue, dit-il d'une voix solennelle, dans le sanctuaire des gardiens de l'équilibre. Ici, nous sommes en sécurité, pour l'instant. » Sophie regarda autour d'elle, émerveillée par les inscriptions et les symboles qui couvraient chaque centimètre des murs. C'était comme si toute l'histoire de l'humanité était condensée dans cette petite pièce. « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-elle au vieil homme. « Et que sont exactement ces gardiens de l'équilibre » Le gardien s'assit lourdement sur un siège de pierre, invitant les autres à faire de même. « Mon nom est Elias, et je suis le dernier d'une longue lignée de gardiens. Notre rôle est de protéger le nexus temporel et de maintenir l'équilibre entre les différentes lignes temporelles. » Jacques s'avança, les yeux brillants de curiosité. « Mais comment est-ce possible? Comment peut-on influencer le temps lui-même » Elias soupira, son regard se perdant dans le vide comme s'il revivait des souvenirs anciens. Il y a des millénaires, nos ancêtres ont découvert que certains lieux de la Terre étaient des points de convergence d'énergie mystique. Paris, ou plutôt le site sur lequel Paris a été construit, est l'un des plus puissants. Léa, qui examinait les artefacts sur la table, intervint, et ces objets. Ils ont un lien avec le Nexus? Le gardien hocha la tête. Chacun de ces artefacts est un outil, une clé pour accéder et manipuler les énergies du Nexus. Mais le plus important de tous est l'œil de l'équilibre. Sophie sentit un frisson parcourir son échine. L'œil de l'équilibre? C'est le trésor dont vous parliez? Oui, confirma Elias. C'est un cristal ancien, capable de focaliser et de diriger les énergies du Nexus. Avec lui, on peut théoriquement voyager dans le temps, altérer le cours de l'histoire. Jacques fronça les sourcils. Mais c'est impossible. Ça va à l'encontre de toutes les lois de la physique que nous connaissons. Elias eut un sourire énigmatique.
La science et la magie ne sont parfois pas si éloignées, mon ami. L'œil de l'équilibre opère à un niveau que votre science n'a pas encore compris. Sophie, essayant d'assimiler toutes ces informations, demanda, et ces gens qui nous poursuivaient? Qui sont-ils? Le visage d'Elias s'assombrit. Ils se font appeler les chronomanciens. C'est une organisation secrète qui cherche à s'emparer de l'œil depuis des siècles. Ils croient pouvoir utiliser son pouvoir pour façonner l'histoire à leur avantage. Léa frissonna. Et que se passerait-il s'il y parvenait? Le chaos, répondit simplement Elias. Imaginez un monde où le passé, le présent et le futur se mélangent sans distinction. Des paradoxes temporels qui pourraient déchirer le tissu même de la réalité. Un silence pesant s'abattit sur le groupe alors qu'il digérait l'ampleur de la menace. Sophie sentait le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules. Elle n'était plus une simple observatrice de l'histoire, mais une actrice potentielle dans sa préservation. « Que pouvons-nous faire » demanda-t-elle finalement, sa voix trahissant un mélange de peur et de détermination. Elias se leva lentement, s'approchant d'une carte ancienne accrochée au mur. L'œil de l'équilibre a été caché il y a des siècles, divisé en 3 fragments pour plus de sécurité. Nous devons les retrouver avant les chronomanciens. Jacques s'approcha de la carte, l'examinant attentivement. Ces marques, elles indiquent l'emplacement des fragments? Pas directement, expliqua Elias. Ce sont des énigmes, des indices laissés par les anciens gardiens. Résoudre ces énigmes nous mènera aux fragments. Sophie sentit l'excitation monter en elle malgré la gravité de la situation. C'était comme si toutes ces années d'études en histoire et en archéologie l'avaient préparée à ce moment. Par où commençons-nous? Demanda-t-elle, déterminée. Elias pointa du doigt un symbole sur la carte. Le premier fragment est caché quelque part sous Notre-Dame. La cathédrale a été construite sur un ancien lieu de culte, un point focal d'énergie mystique. Léa, qui avait sorti son ordinateur portable, tapait frénétiquement. Je peux accéder au plan de la cathédrale et des cryptes. Peut-être que je peux trouver quelque chose que les autres ont manqué. Soudain, un grondement sourd fit trembler les murs du sanctuaire. De la poussière tomba du plafond, et les artefacts sur la table vibrèrent dangereusement. Ils nous ont trouvés, murmura Elias, son visage pâlissant. Nous devons partir, maintenant. Les protections du sanctuaire ne tiendront pas longtemps. Jacques aida rapidement Elias à rassembler les artefacts les plus importants dans un sac. Sophie et Léa copièrent autant d'informations qu'elles le pouvaient de la carte et des parchemins. Il y a un passage secret qui mène directement aux cryptes de Notre-Dame, dit Elias en actionnant un mécanisme caché. Un PAN de mur glissa, révélant un tunnel sombre. C'est notre seule chance. Alors qu'il s'engouffrait dans le passage, Sophie jeta un dernier regard au sanctuaire. Les murs tremblaient de plus en plus fort, et elle pouvait entendre des voix et des bruits de pas se rapprocher. Le groupe s'élança dans l'obscurité, guidé par la faible lueur du bâton d'Elias. Sophie sentait son cœur battre la chamade, mélange de peur et d'excitation. Elle réalisait qu'elle venait de s'embarquer dans l'aventure la plus extraordinaire et la plus dangereuse de sa vie. Alors qu'il courait dans les tunnels anciens, poursuivi par des ennemis invisibles et confronté à des mystères millénaires, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser que l'histoire de Paris, et peut-être du monde entier, reposait maintenant sur leurs épaules. La course contre la montre pour retrouver les fragments de l'œil de l'équilibre venait de commencer, et l'issue de cette quête déterminerait le destin même du temps. Le groupe émergea dans une vaste salle circulaire, si haute que le faisceau de leurs lampes n'atteignait pas le plafond. L'air était chargé d'une électricité statique qui faisait dresser les cheveux sur leur nuque. Sophie, Jacques, Léa et Elias reprirent leur souffle, leur pas résonnant étrangement dans cet espace mystérieux. « Bienvenue dans la chambre des échos » annonça Elias, sa voix portant une révérence teintée d'appréhension. Sophie s'avança, fascinée par les murs couverts de symboles complexes et de fresques anciennes. Chaque centimètre carré semblait raconter une histoire, mélangeant des scènes historiques reconnaissables avec des images surréalistes qu'elle peinait à interpréter. « C'est incroyable » murmura-t-elle, effleurant du bout des doigts une gravure représentant ce qui semblait être la construction de Notre-Dame. « Ces peintures, elles racontent l'histoire de Paris, n'est-ce pas ?» Elias hocha la tête, son visage grave. « Pas seulement l'histoire de Paris, Sophie. Ce que vous voyez ici, c'est l'histoire du temps lui-même. » Léa, qui examinait une autre section du mur, s'exclama soudain, « Attendez. Ces symboles ici, ils ressemblent à ceux que nous avons vus dans les tunnels, mais ils sont différents. » Jacques s'approcha, fronçant les sourcils. « Tu as raison. Certains ressemblent à de l'alchimie,
d'autres à des mathématiques anciennes. Mais il y a quelque chose d'autre, quelque chose que je n'arrive pas à déchiffrer. Sophie, quant à elle, était attirée vers le centre de la pièce, où se dressait une structure métallique étrange. C'était une sphère composée d'anneaux concentriques, chacun gravé de symboles lumineux qui semblaient bouger et changer subtilement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, tendant la main vers la surface brillante. Elias s'approcha rapidement, son visage empreint d'inquiétude. « Attention. C'est le cœur du mystère. Les anciens l'appelaient « la voie du temps ». Un contact direct peut avoir des conséquences imprévisibles. Mais il était trop tard. Le bout des doigts de Sophie effleura le métal froid. Instantanément, la salle fut envahie par un tourbillon de voix et d'images. Des scènes du passé de Paris se mêlaient à des visions d'un futur incertain. Sophie vit la construction de la Tour Eiffel, entendit les cris de la Révolution française, sentit l'odeur de la peste médiévale. Mais elle aperçut aussi des gratte-ciel futuristes s'élevant au-dessus d'une Seine asséchée, des véhicules volants sillonnant un ciel pollué, et des catastrophes qu'elle ne pouvait comprendre. Aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'arrêta. Sophie chancela, étourdie par l'expérience. Jacques la soutint, l'aidant à s'asseoir sur le sol froid. « Qu'avez-vous vu » demanda Léa, les yeux écarquillés de curiosité et d'inquiétude. Sophie, encore sous le choc, murmura « Je ne suis pas sûre. » C'était comme si toute l'histoire de Paris défilait devant mes yeux. Passé, présent, futur, tout était mélangé. Elias s'agenouilla à côté d'elle, son visage empreint de gravité. « Ce que vous avez expérimenté, Sophie, c'est la nature même du nexus temporel. Ici, dans cette chambre, toutes les lignes temporelles convergent. » Jacques échangea un regard inquiet avec Léa. « Est-ce que c'est dangereux ? Sophie va-t-elle subir des effets secondaires ? » Elias secoua la tête. « Pas directement. Mais ce qu'elle a vu, ce sont plus que de simples visions. Ce sont des possibilités, des futurs potentiels. Et certains d'entre eux pourraient devenir réalité si nous ne trouvons pas rapidement l'œil de l'équilibre. » Sophie se releva lentement, son esprit tourbillonnant encore avec les images qu'elle avait vues. Il y avait des catastrophes. Des choses terribles qui pourraient arriver à Paris, au monde entier. Léa, qui avait sorti son ordinateur portable, tapait frénétiquement. « Je pense que je peux utiliser ces informations. Si nous comparons ce que Sophie a vu avec les données historiques et les prédictions actuelles, nous pourrions peut-être identifier des points clés dans le temps. » Jacques hocha la tête, impressionné par la perspicacité de sa petite fille. « Bonne idée. Cela pourrait nous aider à comprendre où et quand les chronomanciens pourraient frapper. » Elias s'approcha de la structure centrale, l'examinant attentivement. La voie du temps réagit à la présence de l'œil de l'équilibre. Plus nous nous rapprocherons des fragments, plus ces réactions seront intenses. Soudain, un grondement sourd fit trembler les murs de la chambre. Des morceaux de pierre commencèrent à tomber du plafond, créant un nuage de poussière. « Qu'est-ce qui se passe » cria Sophie par-dessus le vacarme. Le visage d'Elias pâlit. Les chronomanciens. Ils ont dû trouver un moyen de perturber le Nexus. Nous devons partir, maintenant. Le groupe rassembla rapidement leurs affaires, Léa sauvegardant autant de données qu'elle le pouvait sur son ordinateur. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, Sophie jeta un dernier regard à la voie du temps. La sphère pulsait maintenant d'une lumière rouge intense, comme si elle les avertissait d'un danger imminent. Ils s'élancèrent dans les tunnels, guidés par Elias qui semblait connaître chaque recoin des catacombes. Le bruit de l'effondrement les poursuivait, mêlé à des voix lointaines et menaçantes. « Où allons-nous » demanda Jacques, haletant. « Vers Notre-Dame » répondit Elias. Le premier fragment de l'œil est caché quelque part dans ses fondations. C'est notre meilleure chance de prendre de l'avance sur les chronomanciens. Alors qu'ils couraient dans l'obscurité, Sophie ne pouvait s'empêcher de repenser aux visions qu'elle avait eues. Le futur de Paris, de l'humanité tout entière, semblait suspendu à un fil. Et d'une manière ou d'une autre, elle se retrouvait au cœur de cette lutte titanesque pour le contrôle du temps lui-même. Le groupe émergea finalement dans les cryptes de Notre-Dame, le souffle court et les nerfs à vif. L'air frais et l'odeur d'encens étaient un contraste saisissant avec l'atmosphère lourde des catacombes. « Nous y sommes » murmura Elias. Le premier fragment de l'œil de l'équilibre est caché quelque part ici, protégé par des énigmes et des pièges laissés par les anciens gardiens. Sophie regarda autour d'elle, son esprit d'historienne en éveil malgré la fatigue et le stress. Les murs de pierre, chargés de siècles d'histoire, semblaient murmurer des secrets oubliés depuis longtemps.
Par où commençons-nous, demanda-t-elle, déterminée à résoudre ce mystère millénaire. Elias sortit un ancien parchemin de son sac. Voici la première énigme. Là où la lumière et l'ombre dansent, où le temps s'arrête dans la pierre, cherchez le cœur qui bat sans vie, gardien silencieux de l'éternité. Le groupe échangea des regards perplexes, réalisant que leur quête pour sauver le temps ne faisait que commencer. Avec les chronomanciens à leur trousse et l'avenir de Paris en jeu, ils savaient que chaque seconde comptait. Alors qu'ils commençaient à explorer les cryptes à la recherche d'indices, Sophie ne put s'empêcher de penser que l'histoire qu'elle avait toujours étudiée prenait vie autour d'elle d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le passé, le présent et le futur convergeaient, et elle se trouvait au cœur de cette tempête temporelle. La course contre la montre pour retrouver l'œil de l'équilibre était lancée, et l'issue de cette quête déterminerait non seulement le destin de Paris, mais peut-être celui du temps lui-même. Le groupe se tenait dans la pénombre des cryptes de Notre-Dame, l'énigme d'Elias résonnant encore dans leurs esprits. L'air était chargé d'histoire et de mystère, accentué par le silence presque surnaturel qui régnait dans ce lieu sacré. Sophie, malgré la fatigue qui pesait sur ses épaules, sentait son esprit s'éveiller face aux défis qui se présentaient. Elle observait attentivement chaque détail des murs de pierre, cherchant le moindre indice qui pourrait les mener au premier fragment de l'œil de l'équilibre. Là où la lumière et l'ombre dansent, murmura-t-elle, répétant les premiers mots de l'énigme. Ses yeux se posèrent sur les jeux d'ombre et de lumière créés par les bougies vacillantes dans la crypte. Cela pourrait faire référence à n'importe quel endroit ici. Jacques, qui examinait une ancienne statue, intervint, où le temps s'arrête dans la pierre. Cela me fait penser aux gisants, ces sculptures funéraires qui représentent les défunts comme endormis pour l'éternité. Léa, qui avait sorti son ordinateur portable, tapait frénétiquement. Je cherche des informations sur les cryptes de Notre-Dame. Il y a tellement d'histoires ici, tellement de possibilités. Elias, quant à lui, restait silencieux, son regard perdu dans le vague comme s'il écoutait des voix que les autres ne pouvaient entendre. Soudain, il se dit, ses yeux s'écarquillant. Nous ne sommes pas seuls, murmura-t-il, sa voix à peine audible. À peine avait-il prononcé ces mots qu'un bruit de pas résonna dans la crypte. Une silhouette émergea de l'ombre, suivie de plusieurs autres. À leur tête se trouvait un homme d'une cinquantaine d'années, au regard perçant et au sourire froid. « Professeur Durand » s'exclama Sophie, stupéfaite de reconnaître son ancien mentor. L'homme s'avança, son sourire s'élargissant. « Sophie, ma chère. Je savais que vous finiriez par nous mener au premier fragment. Vous avez toujours été ma meilleure élève. » Jacques se plaça instinctivement devant Sophie et Léa, tandis qu'Elias serrait son bâton, prêt à agir. « Durand, gronda Elias, vous ne savez pas ce que vous faites. L'œil de l'équilibre n'est pas un jouet à manipuler. » Le professeur eut un rire sans joie. « Oh, mon cher gardien. C'est vous qui ne comprenez pas. Avec l'œil, nous pourrons enfin corriger les erreurs du passé, façonner un avenir meilleur pour l'humanité. » Sophie, surmontant son choc initial, fit un pas en avant. « Professeur, vous m'avez enseigné l'importance de préserver l'histoire, pas de la réécrire. Ce que vous proposez est dangereux. » Durand la regarda avec une lueur de fierté mêlée de déception. « Sophie, vous avez toujours eu une vision si limitée. Pensez aux possibilités. Nous pourrions empêcher les guerres, les catastrophes, guider l'humanité vers un âge d'or. » Au prix de détruire le tissu même de la réalité, intervint Léa, sa voix tremblante mais déterminée. Les paradoxes temporels pourraient anéantir notre monde tel que nous le connaissons. Le visage de Durand se durcit. Parfois, il faut prendre des risques pour le bien de tous. Maintenant, donnez-nous l'énigme et écartez-vous. Nous trouverons le fragment, avec ou sans votre aide. Un silence tendu s'abattit sur la crypte. Sophie pouvait sentir le poids de la décision qui pesait sur eux. D'un côté, son respect et son affection pour son ancien mentor, de l'autre, la conviction que ce qu'il proposait était profondément erroné. Soudain, un bruit sourd résonna dans la crypte, faisant vibrer les murs de pierre. Des particules de poussière dansèrent dans l'air, illuminées par la lumière vacillante des bougies. « Qu'est-ce que c'était » demanda Jacques, alarmé. Elias, son visage pâle dans la pénombre, murmura, « le Nexus. Il réagit à notre présence, à la proximité du fragment. Nous devons faire vite. » Durand fit un geste, et ses hommes s'avancèrent, menaçants. « Assez parlé. Donnez-nous l'énigme, maintenant. » Sophie échangea un regard rapide avec ses compagnons. Dans ce bref instant, une décision silencieuse fut prise.
d'un mouvement fluide, Elias leva son bâton, murmurant des mots dans une langue oubliée. Une lumière aveuglante emplit la crypte, désorientant Durand et ses hommes. « Courez !» cria Elias. Le groupe s'élança dans les profondeurs de la crypte, guidé par Elias qui semblait connaître chaque recoin de ce labyrinthe souterrain. Derrière eux, ils pouvaient entendre les cris de rage de Durand et les pas précipités de ses hommes. Alors qu'ils couraient, Sophie ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles de son ancien mentor. Elle avait toujours admiré Durand pour sa passion de l'histoire, mais maintenant, elle réalisait à quel point cette passion s'était transformée en une dangereuse obsession. Ils émergèrent dans une petite chapelle cachée, à peine plus grande qu'un placard. Elias referma rapidement une porte secrète derrière eux, étouffant les sons de la poursuite. « Nous avons peu de temps, dit-il, haletant. Le fragment est proche, je peux le sentir. » Sophie examina la pièce, son regard s'arrêtant sur un étrange bas-relief sur le mur du fond. Il représentait une scène de la construction de Notre-Dame, mais quelque chose clochait. « Regardez, dit-elle, pointant du doigt. Cette figure ici, elle ne correspond pas à l'époque. C'est comme si elle venait du futur. » Léa s'approcha, ses yeux s'écarquillant de compréhension. Le cœur qui bat sans vie. Ce n'est pas une métaphore. C'est littéral. Jacques, qui examinait le bas-relief de plus près, s'exclama soudain, il y a un mécanisme ici. Je pense que c'est. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, un clic se fit entendre, et le mur commença à pivoter, révélant un passage secret. Au centre de ce nouveau passage, flottant dans une lueur bleutée, se trouvait un fragment de cristal pulsant doucement. Le premier fragment de l'œil de l'équilibre, murmura Elias avec révérence. Sophie s'avança lentement, hypnotisée par la beauté et la puissance émanant de l'objet. Alors qu'elle tendait la main pour le saisir, des images défilèrent dans son esprit, paris à travers les âges, des futurs possibles, des passés alternatifs. C'était vertigineux et terrifiant à la fois. Au moment où ses doigts effleurèrent le cristal, un tremblement secoua la chapelle. Des voix et des pas se rapprochaient rapidement. « Vite !» cria Elias. « Nous devons partir. Les autres fragments nous attendent, et les chronomanciens ne sont pas loin derrière. » Sophie saisit le fragment, le glissant dans sa poche. Le groupe se précipita dans un nouveau passage, s'enfonçant plus profondément dans les secrets de Paris. Alors qu'ils couraient, poursuivis par les échos du passé et les menaces du futur, Sophie réalisa que leur quête ne faisait que commencer. Le destin de Paris, et peut-être du monde entier, reposait sur leurs épaules. Le temps, cet ennemi implacable qu'ils cherchaient à préserver, semblait leur filer entre les doigts. Mais avec le premier fragment en leur possession, une lueur d'espoir brillait dans l'obscurité. La course contre la montre pour rassembler l'œil de l'équilibre et sauver le flux du temps était lancée, et Sophie était déterminée à ne pas échouer. Les tunnels sous Paris semblaient interminables, un labyrinthe de pierres et d'histoires où chaque tournant apportait son lot de dangers et de mystères. Sophie, Jacques, Léa et Elias avançaient rapidement, leurs pas résonnant dans l'obscurité. Le fragment de l'œil de l'équilibre, caché dans la poche de Sophie, émettait une faible lueur, comme un battement de cœur silencieux guidant leur chemin. « Où allons-nous maintenant ?» demanda Sophie, essoufflée par leur course effrénée. Elias, qui menait le groupe, ralentit légèrement. Le deuxième fragment est caché dans un lieu que les Parisiens connaissent bien, mais dont ils ignorent les véritables secrets, les catacombes officielles. Jacques fronça les sourcils. Mais les catacombes sont surveillées, visitées quotidiennement par des touristes. Comment un artefact aussi puissant pourrait-il y être caché? Un sourire énigmatique se dessina sur le visage d'Elias. Les apparences sont souvent trompeuses, mon ami. Les gardiens de l'équilibre ont toujours su dissimuler leurs secrets à la vue de tous. Alors qu'ils progressaient, Sophie ne pouvait s'empêcher de repenser à la confrontation avec le professeur Durand. Son ancien mentor, l'homme qui lui avait enseigné l'importance de l'histoire, était maintenant prêt à la réécrire selon ses propres désirs. Cette pensée la troublait profondément. « Je n'arrive toujours pas à croire que le professeur Durand soit impliqué dans tout ça, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Léa, qui marchait à ses côtés, posa une main réconfortante sur son épaule. « Les gens peuvent nous surprendre, Sophie. Parfois de la pire des manières. » Soudain, Elias s'arrêta net, levant une main pour signaler au groupe de faire silence. Dans le calme qui s'ensuivit, ils purent entendre des voix lointaines et des bruits de pas qui se rapprochaient. « Les chronomanciens, » chuchota Elias. « Ils nous ont rattrapés plus vite que je ne le pensais. » Jacques regarda autour de lui, cherchant une issue. « Nous sommes pris au piège. »
Ces tunnels n'ont qu'une seule direction. Elias secoua la tête, un éclat de détermination dans les yeux. Pas tout à fait. Il y a un passage secret, juste ici. Il posa sa main sur une partie du mur qui semblait en tout point identique au reste. Sous ses doigts, la pierre sembla onduler, révélant une ouverture étroite. Vite, dit-il, avant qu'il ne nous repère. Le groupe se faufila dans l'ouverture, qui se referma silencieusement derrière eux. Ils se retrouvèrent dans un couloir étroit, à peine assez large pour qu'une personne y passe. L'air y était plus frais, chargé d'une odeur d'humidité et d'un parfum étrange, presque métallique. « Où sommes-nous » demanda Léa, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Dans l'un des nombreux passages secrets créés par les gardiens, » répondit Elias. Ces tunnels forment un réseau complexe sous Paris, invisible aux yeux du monde. Ils avancèrent en file indienne, guidés par la faible lueur émanant du bâton d'Elias. Au bout de ce qui sembla être une éternité, le passage s'élargit, débouchant sur une vaste salle circulaire. Sophie resta bouche bée devant le spectacle qui s'offrait à elle. La salle était un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie ancienne. Des mécanismes complexes couvraient les murs, des engrenages de tailles diverses s'imbriquant les uns dans les autres dans une danse silencieuse. Au centre, un immense plateau circulaire rappelait étrangement un échiquier, mais avec des pièces et des symboles qu'elle ne reconnaissait pas. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit » demanda Jacques, sa voix trahissant un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Elias s'avança vers le centre de la salle, son visage grave. « Ceci, mes amis, est l'échiquier du temps. C'est ici que les gardiens de l'équilibre observaient et, parfois, influençaient subtilement le cours de l'histoire. » Léa s'approcha du plateau, fascinée par les symboles gravés sur chaque case. Ces marques, on dirait des dates, des lieux, des événements historiques. Sophie, qui examinait les mécanismes sur les murs, sentit soudain le fragment dans sa poche vibrer légèrement. Le fragment réagit à cet endroit, dit-elle, sortant le cristal. Dès que le fragment fut exposé, les mécanismes de la salle s'animèrent. Les engrenages commencèrent à tourner, créant une mélodie étrange et hypnotique. Sur le plateau central, les pièces se mirent en mouvement, formant des configurations complexes qui semblaient raconter l'histoire de Paris à travers les âges. « Incroyable » murmura Sophie, hypnotisée par le spectacle. « C'est comme si toute l'histoire de la ville se déroulait devant nos yeux. » Elias hocha gravement la tête. « C'est exactement ça. L'échiquier du temps est une représentation vivante du flux temporel de Paris. Chaque mouvement, chaque configuration a un impact sur le cours de l'histoire. » Jacques s'approcha, examinant attentivement les pièces en mouvement. « Mais comment fonctionne-t-il exactement ? Et quel est le lien avec le fragment de l'œil » Avant qu'Elias ne puisse répondre, un grondement sourd fit trembler les murs de la salle. Des morceaux de pierre commencèrent à tomber du plafond, créant un nuage de poussière. « Les chronomanciens » s'exclama Elias, son visage pâlissant. « Ils ont dû sentir l'activation de l'échiquier. Nous devons agir vite. » Léa, qui tapait frénétiquement sur son ordinateur portable, leva soudain les yeux. « J'ai peut-être trouvé quelque chose. Les symboles sur l'échiquier correspondent à des points clés de l'histoire de Paris. Si nous pouvions aligner correctement le fragment avec la bonne configuration. » Sophie comprit immédiatement. Elle s'avança vers le centre de l'échiquier, le fragment de l'œil serré dans sa main. Les pièces continuaient leur danse complexe, formant et reformant des motifs qu'elle commençait à reconnaître, la fondation de Lutèce, la construction de Notre-Dame, la Révolution française. Là, cria-t-elle soudain, pointant du doigt une configuration particulière. C'est la construction des catacombes au XVIIIe siècle. Sans hésiter, elle plaça le fragment au centre de cette configuration. Un flash de lumière aveuglante emplit la salle, accompagné d'un son cristallin qui semblait résonner à travers le temps lui-même. Lorsque la lumière s'estompa, un passage secret s'était ouvert dans l'un des murs de la salle. Au fond de ce passage, il pouvait voir une lueur bleutée, semblable à celle émise par le premier fragment. Le deuxième fragment, murmura Elias, un mélange de soulagement et d'urgence dans la voix. Vite, nous devons le récupérer avant que les chronomanciens n'arrivent. Le groupe se précipita vers le passage, mais au moment où Sophie allait saisir le fragment, une voix familière résonna derrière eux. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous, ma chère. » Ils se retournèrent pour voir le professeur Durand et ses hommes entrer dans la salle, armes au poing. Le visage de Durand affichait un mélange de triomphe et de déception. « Sophie, Sophie, dit-il en secouant la tête. J'espérais que vous comprendriez l'importance de notre mission. Avec l'œil de l'équilibre, nous pourrions façonner un avenir meilleur pour l'humanité.
Sophie sentit la colère monter en elle. En détruisant le passé? En jouant avec des forces que nous ne comprenons pas? Ce n'est pas ce que vous m'avez enseigné, professeur. Durand eut un rire sans joie. L'histoire est écrite par les vainqueurs, ma chère. Et avec l'œil, nous serons en position d'écrire la plus grande histoire de toutes. Un silence tendu s'abattit sur la salle. Sophie pouvait sentir le poids du choix qui pesait sur ses épaules. D'un côté, son ancien mentor et la promesse d'un pouvoir inimaginable. De l'autre, ses nouveaux amis et la responsabilité de protéger le cours naturel du temps. Soudain, Léa fit un pas en avant, son ordinateur à la main. « Professeur, avez-vous considéré les conséquences de vos actions? J'ai fait des simulations basées sur les données de l'échiquier. Altérer le passé pourrait créer des paradoxes catastrophiques, détruisant non seulement Paris, mais potentiellement le monde entier. » Durand hésita, une lueur de doute traversant son regard. C'était le moment que Sophie attendait. D'un geste rapide, elle saisit le deuxième fragment et le pressa contre le premier dans sa poche. Une onde de choc temporel balaya la salle, figeant momentanément Durand et ses hommes. Elias réagit instantanément, murmurant des mots dans une langue oubliée. Un portail lumineux s'ouvrit derrière eux. « Vite » cria-t-il, à travers le portail. « Il nous mènera en sécurité. » Sans hésiter, le groupe plongea dans la lumière aveuglante. La dernière chose que Sophie vit avant que le portail ne se referme fut le visage furieux de Durand, figé dans le temps. Ils émergèrent dans un lieu qu'elle ne reconnut pas immédiatement, une petite chapelle cachée, remplie de livres anciens et d'artefacts mystérieux. « Où sommes-nous » demanda Jacques, reprenant son souffle. Elias sourit faiblement. « Dans un sanctuaire secret des gardiens, caché dans les hauteurs de Montmartre. Nous serons en sécurité ici, pour un temps. » Sophie sortit les deux fragments de sa poche. Ils brillaient d'une lumière plus intense maintenant, comme s'ils se reconnaissaient mutuellement. « Nous avons deux fragments, dit-elle, un mélange d'excitation et d'appréhension dans la voix. Où est le troisième » Le visage d'Elias s'assombrit. Le dernier fragment est le plus difficile à obtenir. Il est caché dans un lieu que même les gardiens craignent d'approcher, les catacombes interdites. Un frisson parcourut le groupe. Ils savaient que leur quête était loin d'être terminée, et que les plus grands dangers les attendaient encore. Alors qu'ils commençaient à planifier leur prochaine étape, Sophie ne put s'empêcher de penser aux visions qu'elle avait eues dans la chambre des échos. Le futur de Paris, de l'humanité tout entière, dépendait de leurs actions. La course contre la montre pour récupérer le dernier fragment de l'œil de l'équilibre et empêcher les chronomanciens de réécrire l'histoire était lancée. Et quelque part dans les profondeurs de Paris, le temps lui-même retenait son souffle, attendant de voir qui émergerait victorieux de cette lutte titanesque pour le contrôle du destin. Le sanctuaire secret des gardiens, niché dans les hauteurs de Montmartre, offrait une vue imprenable sur Paris. La ville s'étendait sous leurs yeux, ignorante du drame qui se jouait dans ses entrailles. Sophie, debout près de la fenêtre, contemplait ce panorama familier avec un regard nouveau. Chaque bâtiment, chaque rue semblait maintenant porteur d'un secret, d'une histoire qui transcendait le temps. Les catacombes interdites, murmura-t-elle, se tournant vers Elias. Pourquoi sont-elles si redoutées, même par les gardiens? Le vieil homme soupira, son visage marqué par l'inquiétude. Ces catacombes sont un nexus temporel extrêmement puissant. Les lignes du temps y sont si fluides, si instables, que même les plus expérimentés d'entre nous risquent de se perdre, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Jacques, qui examinait une ancienne carte de Paris étalée sur une table, leva les yeux. Comment pouvons-nous espérer y naviguer alors? Léa, assise en tailleur sur le sol, son ordinateur sur les genoux, intervint. J'ai peut-être une idée. Les deux fragments que nous avons récupérés émettent une signature énergétique unique. Si je peux calibrer mon équipement pour la détecter, nous pourrions utiliser cette signature comme une boussole pour nous guider vers le troisième fragment. Elias hocha la tête, impressionné. C'est brillant, Léa. Les anciens gardiens seraient fiers de voir comment la technologie moderne peut s'allier à leur sagesse ancestrale. Sophie s'approcha de la table, examinant la carte. Même avec cette boussole, nous aurons besoin d'un point d'entrée. Les catacombes interdites ne figurent sur aucune carte officielle. Un silence pensif s'abattit sur le groupe. Chacun réfléchissait, cherchant dans ses connaissances et ses expériences une solution à ce défi apparemment insurmontable. Soudain, Jacques se redressa, une lueur d'excitation dans les yeux. Le puits de Montsouris. J'ai entendu des rumeurs parmi les cataphiles. Certains disent qu'il mène à des parties inexplorées des catacombes.
Elias le regarda avec un mélange de surprise et de respect. Le puits de Montsouris. Bien sûr. Les anciens textes y font référence comme à la porte des ombres. C'est risqué, mais cela pourrait fonctionner. Alors qu'ils commençaient à planifier leur expédition, un tremblement soudain secoua le sanctuaire. Des livres tombèrent des étagères, et une fine poussière se détacha du plafond. « Qu'est-ce que c'était » demanda Sophie, alarmée. Le visage d'Elias pâlit. Les chronomanciens. Ils doivent avoir trouvé un moyen de perturber le flux temporel à grande échelle. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Comme pour confirmer ces paroles, la vue de Paris par la fenêtre commença à fluctuer. Des bâtiments apparaissaient et disparaissaient, les styles architecturaux se mélangeaient dans un kaléidoscope temporel vertigineux. « Mon Dieu » murmura Jacques, c'est comme si toutes les époques de Paris se superposaient. Léa, les yeux rivés sur son écran, s'exclama, les perturbations temporelles s'intensifient. Si nous ne faisons rien, la structure même de la réalité pourrait s'effondrer. Sophie sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Elle serra les deux fragments de l'œil dans sa main, sentant leur chaleur et leur énergie pulser au rythme de son cœur. « Nous devons y aller maintenant » dit-elle avec une détermination nouvelle. Chaque seconde compte. Le groupe rassembla rapidement le matériel nécessaire, lampes, cordes, l'équipement modifié de Léa, et bien sûr, les précieux fragments. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le sanctuaire, Elias les arrêta. « Avant de partir, vous devez comprendre une chose, dit-il, son visage grave. Les catacombes interdites ne sont pas seulement un lieu physique. Elles sont un reflet de nos peurs les plus profondes, de nos désirs les plus secrets. Vous verrez des choses, vous vivrez des expériences qui défieront votre compréhension de la réalité. Quoi qu'il arrive, vous devez rester concentré sur notre objectif. » Sophie hocha la tête, sentant l'adrénaline monter en elle. « Nous sommes prêts. » Le trajet jusqu'au puits de Montsouris fut surréaliste. Les rues de Paris semblaient se transformer sous leurs yeux, passant de l'époque médiévale à un futur lointain en l'espace de quelques pas. Des Parisiens de différentes époques apparaissaient et disparaissaient, ignorant du chaos temporel qui les entourait. Enfin, ils atteignirent le puits. C'était une structure ancienne, presque oubliée, cachée dans un coin du parc Montsouris. L'entrée était à peine visible, dissimulée par la végétation et des années de négligence. Elias s'approcha, murmurant des mots dans une langue oubliée. Sous ses doigts, la pierre sembla s'animer, révélant une ouverture. « C'est ici que notre véritable épreuve commence, dit-il solennellement. Une fois à l'intérieur, nous devrons nous fier à l'instinct de Sophie et à la technologie de Léa pour nous guider. » Un par un, ils s'engagèrent dans l'obscurité du puits. L'air devint immédiatement plus froid, chargé d'une électricité statique qui faisait dresser les cheveux sur leur nuque. Alors qu'ils descendaient toujours plus profondément, Sophie sentit un changement subtil dans l'atmosphère. Les murs semblaient vibrer d'une énergie ancienne, et des murmures à peine audibles résonnaient autour d'eux. Soudain, le tunnel s'élargit, débouchant sur une vaste caverne. Mais ce n'était pas une caverne ordinaire. L'espace semblait fluctuer, les parois se déformant et se reformant comme des vagues dans un océan de pierre. « Nous y sommes » murmura Elias. « Les catacombes interdites. » À peine avait-il prononcé ces mots qu'une vague d'énergie balaya la caverne. Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds, et le monde autour d'elle se mit à tourbillonner dans un kaléidoscope de lumière et d'ombre. Lorsque le vertige passa, elle se retrouva seule dans un Paris qu'elle ne reconnaissait pas. Les bâtiments étaient futuristes, faits de verre et de métal, s'élevant à des hauteurs vertigineuses. Le ciel était traversé de véhicules volants, et des hologrammes géants flottaient entre les immeubles. « Jacques ? Léa ? Elias » appela-t-elle, mais seul l'écho de sa voix lui répondit. Soudain, une voix familière résonna derrière elle. Impressionnant, n'est-ce pas? Sophie se retourna pour faire face au professeur Durand. Mais ce n'était pas le Durand qu'elle connaissait. Il semblait plus jeune, plus en forme, comme rajeuni par le futur qui l'entourait. Professeur? Qu'est-ce que tout cela? Durand sourit, un sourire qui mêlait fierté et une pointe de tristesse. Ceci, ma chère Sophie, est le futur que nous pouvons créer avec l'œil de l'équilibre. Un futur où la technologie a résolu tous nos problèmes, où l'humanité a atteint son plein potentiel. Sophie regarda autour d'elle, fascinée malgré elle. C'est incroyable. Mais à quel prix? Le sourire de Durand s'effaça légèrement. Tout progrès a un coût, Sophie. Mais pensez aux vies que nous pourrions sauver, aux souffrances que nous pourrions éviter.
Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, le monde autour d'elle se mit à nouveau à tourbillonner. Lorsque tout se stabilisa, elle se trouvait dans un Paris en ruine. Les bâtiments étaient effondrés, les rues désertes. L'air était lourd de fumée et de désespoir. « Qu'est-ce que » murmura-t-elle, horrifiée. « C'est ce qui se passera si nous échouons, » dit une voix derrière elle. C'était Elias, mais un Elias plus âgé, usé par le temps et le chagrin. Si les chronomanciens obtiennent l'œil, s'ils perturbent trop le flux du temps, c'est le futur qui nous attend. Sophie sentit son cœur se serrer. Ces visions, ces futurs potentiels, étaient-ils réels? Ou simplement des illusions créées par les catacombes interdites pour la tester? Avant qu'elle ne puisse approfondir cette réflexion, le monde changea à nouveau. Cette fois, elle se retrouva dans le Paris qu'elle connaissait, mais différent. Plus vert, plus harmonieux. Des gens de toute époque coexistaient pacifiquement, comme si le meilleur de chaque ère avait été préservé. C'est ce que nous pouvons accomplir, dit une voix qu'elle reconnut comme la sienne, mais plus âgée. Son double plus âgé la regardait avec un mélange de sagesse et de détermination. Ni l'utopie stérile de Durand, ni l'apocalypse que craignent les gardiens. Un équilibre, Sophie. C'est ce que l'œil représente vraiment. Sophie sentit les fragments dans sa poche vibrer intensément. Elle comprit alors que ces visions n'étaient pas de simples illusions, mais des aperçus de futurs potentiels, des échos du temps lui-même. L'équilibre, murmura-t-elle. C'est la clé. À cet instant, le monde autour d'elle se dissolut, et elle se retrouva de nouveau dans la caverne, entourée de ses compagnons. Tous semblaient secoués, comme s'ils avaient vécu des expériences similaires. « Vous l'avez vu aussi » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Jacques hocha lentement la tête. Des futurs, des possibilités. Léa, les yeux écarquillés, regardait son écran. Les lectures sont folles. C'est comme si nous avions vécu des années en quelques secondes. Elias, qui semblait avoir vieilli de plusieurs années, posa une main sur l'épaule de Sophie. Les catacombes nous ont montré ce qui est en jeu. Maintenant, nous devons faire un choix. Sophie sentit le poids de ce choix peser sur elle. Les fragments dans sa poche semblaient plus lourds que jamais, chargés du potentiel de changer le destin de Paris, du monde entier. Soudain, un grondement sourd fit trembler la caverne. Des fissures commencèrent à apparaître dans les murs, laissant échapper une lueur bleutée. Le troisième fragment, s'exclama Elias. Il réagit à notre présence. Mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, une explosion de lumière les aveugla. Lorsqu'ils purent voir à nouveau, ils se trouvèrent face à face avec le professeur Durand et ses chronomanciens. « Merci de nous avoir guidés jusqu'ici, » dit Durand, un sourire triomphant sur le visage. « Maintenant, si vous voulez bien nous remettre les fragments. » Sophie sentit l'adrénaline monter en elle. Elle savait que les prochains instants détermineraient non seulement leur destin, mais celui de Paris et peut-être du monde entier. Le temps semblait suspendu, attendant de voir qui émergerait victorieux de cette confrontation finale dans les profondeurs des catacombes interdites. L'atmosphère dans les catacombes interdites était électrique, chargée de tension et de possibilités. Sophie, Jacques, Léa et Elias faisaient face au professeur Durand et ses chronomanciens, le troisième et dernier fragment de l'œil de l'équilibre pulsant doucement dans une fissure de la paroi rocheuse derrière eux. Sophie sentait les deux fragments dans sa poche vibrer en résonance avec le troisième, comme s'ils cherchaient à se réunir. Elle comprit alors que le moment crucial était arrivé, que chaque décision, chaque mot prononcé dans les prochaines minutes pourrait altérer le cours de l'histoire. « Professeur, dit-elle, s'avançant d'un pas, vous avez vu ce que j'ai vu, n'est-ce pas? Les futurs possibles, les conséquences de nos actes. » Durand la regarda, une lueur de doute traversant brièvement son regard. « J'ai vu un monde que nous pourrions créer, Sophie. Un monde sans souffrance, sans guerre, où l'humanité atteint son plein potentiel. » Mais à quel prix, intervint Jacques. En effaçant des siècles d'histoire, en niant les leçons que nous avons apprises de nos erreurs? Léa, son ordinateur à la main, ajouta, mes calculs montrent que les perturbations temporelles s'intensifient. Si nous ne stabilisons pas le flux du temps rapidement, nous risquons un effondrement total de la réalité. Elias fit un pas en avant, son visage marqué par des siècles de sagesse. L'œil de l'équilibre n'a jamais été conçu pour réécrire l'histoire, Durand. Son but est de maintenir l'équilibre, de préserver le flux naturel du temps tout en nous permettant d'apprendre de notre passé et de façonner notre futur. Durand hésita, le doute s'installant visiblement dans son esprit. Sophie saisit cette opportunité. « Professeur, dit-elle doucement, vous m'avez enseigné l'importance de l'histoire, la valeur de chaque époque, de chaque événement.
Ce que nous avons vu dans ces catacombes, ce n'était pas un seul futur parfait, mais la possibilité d'un équilibre entre toutes les époques. Alors qu'elle parlait, les fragments dans sa poche commencèrent à briller plus intensément. Le troisième fragment, toujours enchâssé dans la roche, émit une pulsation en réponse. Soudain, le sol se mit à trembler violemment. Des fissures apparurent dans les murs, laissant échapper des éclats de lumière qui semblaient contenir des fragments d'autres époques. Le nexus temporel devient instable, cria Elias. Nous devons agir maintenant. Sans hésiter, Sophie sortit les 2 fragments de sa poche et s'avança vers le troisième. Durand fit un mouvement pour l'arrêter, mais Jacques et Léa s'interposèrent. Attendez, cria Durand. Vous ne savez pas ce que vous faites. Mais Sophie savait. Au plus profond d'elle-même, elle comprenait ce qu'elle devait faire. Alors qu'elle approchait sa main du fragment enchâssé dans la roche, les visions qu'elle avait eues plus tôt revinrent en force. Elle vit Paris à travers les âges, les triomphes et les tragédies, les moments de gloire et les heures sombres. Et elle comprit que chacun de ces moments avait sa place, son importance dans le grand tissu du temps. Au moment où ses doigts touchèrent le troisième fragment, une explosion de lumière envahit la caverne. Sophie sentit une énergie incroyable la traverser, comme si elle était soudain connectée à chaque instant de l'histoire de Paris. Les 3 fragments s'élevèrent dans les airs, tournoyant autour d'elle dans une danse cosmique. Des images de Paris à différentes époques se formèrent autour d'eux, la Lutèce romaine, le Paris médiéval, la ville des Lumières, jusqu'au Paris moderne et au-delà. C'est magnifique, murmura Léa, émerveillée. Jacques, les yeux écarquillés, ajouta, c'est comme si toute l'histoire de la ville était là, devant nous. Elias, un sourire de fierté sur le visage, dit doucement, l'œil de l'équilibre se reforme. Sophie, c'est à vous de décider maintenant. L'avenir de Paris, du monde entier, est entre vos mains. Sophie ferma les yeux, se concentrant sur le pouvoir qui coulait en elle. Elle pouvait sentir chaque ligne temporelle, chaque possibilité. Elle comprit alors que le véritable pouvoir de l'œil n'était pas de changer le passé ou de dicter le futur, mais de trouver l'harmonie entre toutes les époques. Ouvrant les yeux, elle regarda Durand. Professeur, vous aviez raison sur une chose. Nous avons le pouvoir de façonner un meilleur avenir. Mais pas en effaçant notre passé. En apprenant de lui, en préservant ce qui est précieux tout en évoluant vers un futur meilleur. Durand, les larmes aux yeux, hocha lentement la tête. Je comprends maintenant. J'ai été aveuglé par mon désir de perfection, oubliant que c'est notre histoire, avec ses hauts et ses bas, qui nous rend humains. Sophie se tourna vers ses compagnons, puis vers les chronomanciens. Nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation de l'équilibre. Non pas en contrôlant le temps, mais en le respectant, en apprenant de lui. Avec ces mots, elle leva les mains. Les fragments de l'œil de l'équilibre fusionnèrent en une sphère de cristal pulsante. Une onde d'énergie se répandit à travers les catacombes, se propageant dans tout Paris. Le sol cessa de trembler. Les fissures temporelles se refermèrent. Et dans toute la ville, les Parisiens ressentirent un bref instant de connexion avec leur histoire, un sentiment de continuité et d'appartenance. Lorsque la lumière s'estompa, le groupe se retrouva à la surface, sur la butte Montmartre, avec une vue imprenable sur Paris. La ville semblait inchangée, et pourtant, Sophie pouvait sentir une différence subtile dans l'air. Elias, tenant délicatement l'œil de l'équilibre reconstitué, sourit. Vous avez réussi, Sophie. Vous avez restauré l'équilibre. Léa, consultant son ordinateur, confirma, les perturbations temporelles se sont stabilisées. C'est comme si le temps lui-même respirait un soupir de soulagement. Jacques regarda la ville avec un mélange de fierté et d'émerveillement. Alors, qu'est-ce qui a changé exactement? Sophie sourit, sentant encore l'écho du pouvoir de l'œil en elle. Rien, et tout à la fois. Nous n'avons pas changé l'histoire, mais nous avons renforcé le lien entre le passé, le présent et le futur. Les Parisiens ressentiront peut-être un peu plus le poids de leur histoire, et l'importance de leurs actions pour l'avenir. Durand, qui se tenait un peu à l'écart, s'avança. Je dois m'excuser. J'ai failli causer une catastrophe dans ma quête d'un avenir parfait. Sophie posa une main sur son épaule. Nous avons tous appris une leçon importante aujourd'hui, professeur. L'histoire n'est pas un fardeau à effacer, mais un guide pour notre futur. Alors que le soleil se levait sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée, le groupe contempla le panorama devant eux. Chaque bâtiment, chaque rue semblait maintenant porter en elle l'écho de son histoire et la promesse de son avenir. Elias s'approcha de Sophie, lui tendant l'œil de l'équilibre.
Les gardiens ont besoin d'une nouvelle génération pour veiller sur l'équilibre du temps. Accepteriez-vous cette responsabilité? Sophie regarda ses amis, puis la ville qu'elle aimait tant. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle était prête à relever ce défi. J'accepte, dit-elle, prenons délicatement l'œil. Pour Paris, pour l'histoire, et pour l'avenir. Alors que le groupe se préparait à descendre de la butte, prêt à affronter les nouveaux défis qui les attendaient, Sophie ne put s'empêcher de sourire. L'aventure extraordinaire qu'ils venaient de vivre n'était peut-être que le début d'une nouvelle ère pour Paris, une ère où le passé, le présent et le futur danseraient en harmonie, guidés par les gardiens de l'équilibre temporel. Et quelque part dans les profondeurs de la ville, les catacombes gardaient leurs secrets, prêtes à révéler de nouveaux mystères à ceux qui oseraient explorer les méandres du temps.